Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à l'entreprise par le contrat de professionnalisation. On va en parler ce soir avec le CERAC Antilles-Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Bientôt l'inauguration avec notre invitée ce soir, Claudine Nicolini, chargée de projet du pôle Guyane du CERAC. C'est l'invitée du journal. Ce soir, le langage des signes, il en sera question dans notre débat. A tout de suite. Le syndicat CDTG monte au créneau. Il dénonce des situations intenables dans plusieurs secteurs. Le premier concerne la gestion du service hospitalier de Cayenne. Augmentation des cadences du personnel, manque de matériel, licenciement ou externalisation. Autant de problèmes mis en avant qui impacteraient la qualité du travail des employés, mais également la prise en charge des patients. Le syndicat dénonce des prises de décision de la direction sans aucune consultation préalable. Dans certains services, lorsque les instances jouant pleinement leur rôle, en faisant remonter des préconisations au niveau de la direction, nous parlons du CHSCT qui est une instance quand même qui intervient sur la sécurité, sur l'hygiène, sur les conditions de travail au niveau de l'hôpital concernant le personnel. Nous voyons que ces préconisations ne sont pas du tout respectées et que les instances ne sont pas du tout consultées. Malgré ces éléments mis en avant, le directeur s'est obstiné dans sa voix en disant qu'il le sait, mais qu'il est bien obligé de continuer et qu'il continuera et qu'il leur demande à partir du 1er mai de fonctionner dans les dispositions nouvelles qu'il a mises en place. Voilà un petit peu des difficultés que nous pourrions pointer du doigt. Depuis plusieurs mois, de nombreux services ont fait part de leur mécontentement en cessant le travail et en débrayant. Pour le syndicat, il est nécessaire de poursuivre ces actions pour faire entendre leur voix. La CDTG a également profité de cette conférence de presse pour dénoncer un tout autre problème, le bilan dressé par le directeur d'EDF, Éric Biava, avant son départ, qui est, selon eux, insuffisant. Il est resté muet sur qu'a-t-il fait pendant son mandat pour influencer les choses et essayer de rééquilibrer les difficultés. Il n'y a pas répondu, d'autant que nous avons, après la grève de 2008, la construction de centrales thermiques a été actée, financée pour les territoires d'outre-mer. La Guyane devait avoir une centrale thermique qui, paraît-il, a été construite et nous aurions souhaité savoir où elle est et qu'elle soit installée à Saint-Laurent, puisque Saint-Laurent est au bord de la crise de nerfs et risque de l'être encore longtemps. L'économie et la consommation d'énergie, un sujet important mais problématique en Guyane. D'ici une dizaine d'années, il va manquer 100 à 150 mégawatts. Le ton monte au port de Dégradé-Cannes. Il y a 2 semaines, les salariés de la GEMAG réclamaient des augmentations de plusieurs de leurs primes et avantages. Celles-ci ont été refusées par la direction. Aujourd'hui, le directeur de la firme bloque les salaires de ses employés et a engagé une procédure de licenciement vis-à-vis d'un des dockers. Celui-ci aurait une réaction démesurée au vu de cette retenue. Jeudi après-midi, 2 IRP ont été voir M. Reich. Et M. Reich leur a dit que c'est moi volontairement qui a bloqué les salaires. Et je me fais un devoir de briser le GEMAG. Et il faut savoir que l'un de ces IRP a réagi. Pour cela, il a mis une mise à pied conservatoire et en vue d'un licenciement. Alors, il faudrait que M. Reich sache que M. Julius Dave, c'est un père d'enfant. C'est un délégué syndical au GEMAG. Nous allons nous mobiliser jusqu'au bout pour lui. Alors moi, je dis à M. Reich, il faudrait qu'il sache que maintenant, il aura affaire à 100 dockers, pas un docker. Une concertation s'est tenue ce matin avec les employés autour des membres du syndicat du CDTG. Après avoir entendu tout le monde, des actions de protestation ont été décidées. Ce qui se passe, déjà la commission se tiendra le 12, nous attendrons le 12 pour savoir la conduite à tenir, mais au niveau des salaires, dès demain, nous allons aviser dès demain, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas encore perçu leur salaire. Dès demain, au port, les dockers arrêteront tout, une situation qui pourrait aller loin au vu d'une direction qui n'a à aucun moment cédé face aux précédentes revendications.
Les membres du collectif de soutien à Camopi se sont réunis ce matin. Ils défendent la souveraineté de la commune quant à son adhésion ou non à la charte des territoires. Cette charte, proposée par le conseil d'administration du parc amazonien, permettra d'inclure cette commune dans un projet de développement durable. Mais pour l'heure, Camopi est dubitative et le collectif la soutient. Donc nos revendications elles sont claires, c'est la rétrocession du foncier appartenant au domaine privé de l'État. Premièrement, cette rétrocession doit se faire par le transfert du foncier des zones de libre adhésion dans le foncier des communes concernées par le PAG, et puis le transfert du foncier aux collectivités, c'est-à-dire mairie et puis la future collectivité qui se présente en décembre, qui le réclame. Ce collectif conteste également la faible représentativité de la Guyane dans l'adoption de la loi cadre biodiversité. Le département ne possède donc qu'un siège sur 44, alors que la Guyane représente 50% de la biodiversité française. Il souhaite également la reconnaissance des droits culturels des différentes communautés guyanaises par l'application de la Convention européenne relative aux droits des minorités. La reconnaissance des peuples autochtones, c'est un combat qui doit se prendre, que tous les députés ou tous les sénateurs doivent porter au devant de l'État français pour dire qu'en Guyane, les premiers peuples sont en souffrance et qu'il faut leur apporter une solution. Fin 2013, la commune de Papaichton est la première à avoir adhéré à la charte des territoires proposée par le parc amazonien. Camopi a jusqu'au 17 mai pour dire si oui ou non elle souhaite y prendre part. Le maire de Montsinéry, Tony Grande, s'impatiente. Le projet biomasse énergie de la commune, détenu par la société Neoen, a obtenu toutes les autorisations administratives, mais il reste des points bloquants. Le bouclage du plan financement, notamment l'obtention de l'aide fiscale à l'investissement. C'est toujours lorsque les choses sont pratiquement abouties qu'elles ne sortent pas de terre. Nous nous heurtons à une dernière difficulté, celle de la défiscalisation outre-mer. Nous avons bien entendu donc l'appel de Monsieur le Premier ministre récemment, donc avec les parlementaires qui nous représentent, le président de région, Monsieur le préfet. Tous ces partenaires sont actifs pour ce projet. Mais nous attendons, en tout cas c'est ce que m'exprime le promoteur, donc Neoen, nous attendons donc le coup de rein final, si vous m'excusez ce propos, pour l'autorisation donc de défiscalisation outre-mer, puisque nous avons un industriel qui recherche des financements. Il les a tous sauf la défiscalisation. Donc il s'agit tout simplement donc à travers cela d'indiquer que pour œuvrer sur le territoire, il faut que les autorisations administratives arrivent à bon moment. Donc j'ai bon espoir que cela arrive très prochainement de façon à pouvoir permettre le démarrage des travaux de construction. En sachant que bien évidemment un projet comme celui-là qui est aussi coûteux, donc on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, eh bien permettra aussi donc de relancer la filière du BTP qui en a bien besoin ces temps-ci. Le projet biomasse énergie de Montsinéry, d'une puissance électrique de 5,3 MW, devrait produire 40 000 MW par an, ce qui couvrirait les besoins domestiques de 30 000 personnes. Aujourd'hui, on pense que ce projet s'inscrit parfaitement dans une logique de mix énergétique sur la Guyane et on n'est pas en concurrence avec telle ou telle autre énergie renouvelable, on est plutôt complémentaire des autres projets énergie renouvelable qui sont en train de se développer sur le territoire. C'est une opportunité pour la Guyane parce que c'est des secteurs qui génèrent des emplois, qui permettent notamment sur le secteur de la biomasse de créer des emplois non seulement sur l'exploitation de la centrale mais également dans l'exploitation forestière. Donc il me semble que c'est des projets d'avenir sur lesquels la Guyane doit parfaitement s'inscrire. Pour réaliser cette production électrique, il faudrait brûler annuellement 60 000 tonnes de bois. Du bois qui sera notamment pris sur le massif du Soléodate. Il s'agirait d'exploiter environ un quart du site tous les 25 ans pour permettre à la forêt de se régénérer. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée ce soir, Claudine Nicolini. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous êtes chargée de projet du pôle Guyane du CERAC. Première question, dites-nous ce que c'est. Alors le CERAC, qu'est-ce que ça veut dire? Donc sourd, entendant, recherche, action, communication. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une association et un centre de formation qui a été créé pour faciliter l'insertion des personnes handicapées
sourde et malentendante à la vie sociale, professionnelle et culturelle des Antilles et de la Guyane. Alors justement, la Guyane, ça existe déjà, mais bientôt l'inauguration, bientôt là, ce mardi prochain. Mardi 12. Pour être précis, on y retrouve quoi dans ce pôle? Alors, c'est un pôle formation en alternance. Il propose quoi? C'est une formation sur 2 ans. La préparation d'un CAP employé de commerce multispécialité. C'est le CAP ECMS que l'on retrouve dans l'éducation nationale. 2 ans en entreprise, alternance, formation pédagogique, 1 semaine en intégration complète en entreprise. Donc, sur 2 ans et dédié aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Très bien, on va parler des entreprises qui jouent le jeu dans quelques instants. Parlons d'abord de... Vous êtes bilingue, alors quand on dit qu'on est bilingue, il y en a qui parlent anglais, français. Vous êtes bilingue, vous parlez le français et vous parlez la langue des signes également. La langue des signes française. La langue des signes française, qui a toute une histoire, une grande histoire, racontez-nous. Qui a une grande histoire. Déjà, je précisais que c'est une langue, qui est une langue à part entière depuis 2005. Donc on peut aussi l'apprendre depuis 2007 en option au bac. Oui. Donc ça c'est important parce qu'en Guyane, déjà l'année dernière, il y avait 5 lycéens qui ont passé cette option. D'accord. C'est intéressant parce que ça peut ouvrir une voie professionnelle. Une voie professionnelle. Devenir interprète, par exemple. Exactement, auquel on n'aurait pas pensé. Oui. Et puis surtout, on est face au handicap. Et comment communiquer avec des personnes qui sont sourdes? On apprend la langue des signes. Ça, c'est important. Et puis oui, la langue des signes a une histoire. Elle existe depuis la nuit des temps. On parle avec les mains. Oui. Donc ça, c'est facile. Depuis quand? On va dire depuis, moi je dirais depuis le départ. Oui. Moi je dirais depuis le départ. Après, on la retrouve dans des écrits sur Platon, par exemple, parle de la langue des signes. Après, il a fallu la structurer. Il a fallu la structurer. Alors, qui l'a structurée? L'abbé de l'Épée, qui est le référent. Alors, la petite histoire, donc c'est en regardant des jumelles... des sœurs jumelles. Des sœurs jumelles, pardon. Non, mais c'est bien de le dire. Des sœurs jumelles, un soir, par une fenêtre, qui communiquaient en faisant des gestes. Et là, il a eu un déclic. Pourquoi pas utiliser la langue des signes comme outil pédagogique pour communiquer avec les sourds? Et là, ça a été l'âge d'or de la langue des signes, avec l'ouverture de structures d'écoles dédiées aux personnes sourdes, gratuites. Oui. C'est ça aussi qui est important, parce qu'à l'époque, c'était que dédié... C'est le 19e siècle, voilà, pour situer, parce qu'on parle de l'abbé de l'Épée, mais je n'ai pas dit les dates. Bien sûr. Donc c'est le 19e siècle qui est l'âge d'or de la langue des signes, où justement les structures vont s'ouvrir, des personnes sourdes vont être directeurs de ces structures-là. On parle d'intégration de personnes sourdes, on parle de responsabilité, d'intégration professionnelle et sociale. Voilà. Et puis, en 1880, qu'est-ce qui se passe? C'est le congrès de Milan, des spécialistes sur la surdité qui se réunissent. Et dans une période plus sombre, là, du coup. Voilà, on commence la période sombre, où pendant 100 ans, à peu près, la langue des signes va être interdite. Pendant 100 ans, à peu près. Voilà, et il faudra attendre les années 1900... Pourquoi il voulait l'interdire? Parce qu'il estimait que devoir gesticuler des gens, c'était pas esthétiquement beau? Enfin, on va pas dire ça. C'était pas. Alors, je vais dire politiquement correct. Ah, voilà, politiquement correct. Voilà, on va pousser les gens à oraliser, parce que la communication, c'est l'oralisation. Voilà, il décrète ça. Donc, on va interdire la LSF, la langue des signes française. On va jusqu'à attacher les mains des enfants dans le dos pour pas qu'ils signent, pour les pousser à l'oralisation. Donc on va fermer les structures qui étaient là quand même, on va les fermer. Donc les personnes vont rester dans leur foyer, elles vont... On va pas vers l'insertion, on se renferme sur soi. C'est vraiment l'âge sombre, donc plus de culture, plus rien, quoi. Et donc ces personnes-là vont immigrer, beaucoup vont immigrer aux États-Unis pour ouvrir l'université Gallaudet, où on retrouve justement des professeurs qui étaient en France à l'époque, qui ont créé cette université, dans laquelle on peut être formé, on peut suivre des formations d'avocats, de médecins, et là, alors qu'en France, ça s'éteint. Voilà.
Alors justement, restons sur éventuellement les métiers. L'entreprise, on va y revenir, c'est le gros morceau notamment du CERAC. Quelqu'un qui nous écoute ce soir, qui regarde souvent la télé, je sais qu'il y a beaucoup d'émissions politiques où il y a des interprétations en langue de signes. France Télévisions joue beaucoup le jeu aussi sur la langue des signes. Quelqu'un qui voudrait devenir interprète, c'est quoi le cursus ? Alors le cursus, c'est un master. Oui. C'est un master en langue des signes. Paris. Voilà, il faut partir en métropole. C'est un concours. Donc, un interprète, c'est une personne qui va traduire en langue des signes et vice-versa, voilà ce qui est dit. Après, vous avez d'autres métiers quand même que l'interprète. Il y a les métiers de médiateur, qu'on appelle aussi interface de communication, mais on préfère le terme de médiateur. Le médiateur va faciliter la communication, va traduire certes, mais il peut rajouter des dessins, des mimes, pour que la communication soit le plus claire possible. Parce que l'interprète va juste traduire, voilà, la personne dit que, cette personne dit que. Et souvent, le sot va dire, mais moi, j'ai pas compris. Mais déontologiquement, on ne peut rien rajouter. Voilà, il y a une déontologie. Tandis que le métier de médiateur insiste sur le fait que la communication, le message passe, que la personne sourde parte en disant « oui, j'ai compris, merci ». Qui apprend la langue des signes en général? C'est quoi? C'est les parents qui ont des enfants sourds et malentendants? Comment ça se passe? Non, pas forcément. Pas forcément. Comment ça se passe pour ces parents qui, eux, n'ont pas l'apprentissage? Comment ils font avec leurs enfants, vous qui êtes une professionnelle? Alors, ils mettent en place un code de langage avec beaucoup de mimes. Donc, c'est vrai qu'au niveau lexical, c'est très pauvre et il manque de stimulation. Donc, c'est vrai qu'on conseille aux parents d'apprendre la langue des signes, ce qui n'est pas évident. Justement, il y a le pôle formation en Guyane, mais il y a aussi le pôle formation langue des signes. C'est qu'il faut insister. Et au mois de novembre, il y a une formation qui va avoir lieu du 3 au 7 novembre. Le premier module, le module A1.1, qui correspond au cadre européen des langues. C'est un module de 30 heures et un professeur sourd de Guadeloupe va venir... Voilà pour l'information qui est importante. Aussi. Et vous-même, comment vous arrivez à être dans ce monde des signes? Alors, moi, c'est une longue histoire, mais je vais la faire courte. J'ai fait beaucoup de théâtre, du théâtre pour enfants, et on travaillait justement avec les professeurs des écoles qui avaient des projets de mettre en place des pièces de théâtre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui n'aimaient pas monter sur un plateau, qui n'aimaient pas s'exprimer. Et on travaillait beaucoup avec la Commedia dell'arte. Et il y a eu un déclic, Commedia dell'arte, langue des signes. Pourquoi ne pas rajouter quelques petits vocabulaires en langue des signes? Comme ça, on ne parle pas, mais on s'exprime quand même. On a sa place dans la pièce. Et de fil en aiguille, voilà, je suis rentrée dans la langue des signes comme ça. Très bien. La question importante, les entreprises jouent-elles le jeu en général et particulièrement en Guyane? Alors, je vais dire que les entreprises sont quand même frileuses. Alors, moi déjà, à l'heure actuelle, dans la formation, en alternance, nous avons 6 stagiaires. 6 stagiaires qui sont en intégration en entreprise à Carrefour-Matoury. Je précise parce que ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, c'est un partenariat. Je vous ai laissé dire parce qu'ils jouent le jeu, et comme tout le monde ne le fait pas, donc... Voilà, c'est pour ça que je me permets justement d'insister sur... Dans l'entreprise, ils ont... Alors, il y a 6 personnes. Il y a 6 personnes. 6 personnes de la formation, qui n'est pas rien. 4 personnes sourdes et 2 personnes entendantes qui ont un handicap. 4 personnes sourdes, nous avons... une personne qui est en boucherie, une personne qui est en boulangerie, une personne qui est en caisse, et une personne qui est au rayon textile. Épicerie, pardon. Et les 2 autres, textile et caisse aussi. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. La caisse, le client le sait, dites-nous. Le client le sait, il est informé par un affichage particulier. Et puis de toute façon, la personne qui est à la caisse, l'hôtesse de caisse,
le signal en disant je ne parle pas ou je n'entends pas, attention, eh bien, ça se passe très très bien. Les gens sont à l'écoute, même plus à l'écoute, plus calmes, et ils apprécient le fait que ce soit une personne un petit peu différente, en disant ben voilà, tout le monde peut travailler finalement, même avec un handicap de communication. Puisque les entreprises sont frileuses, quel est le message que vous voudriez faire passer ce soir sur ces entreprises qui ont du mal à jouer le jeu parce que appréhension, j'imagine. Appréhension, moi je tiens à leur dire qu'on accompagne. On accompagne sur 2 ans. 2 ans, c'est long. C'est long, mais c'est très bien pour les personnes qui sont en intégration parce qu'elles apprennent un vrai métier. C'est une qualification professionnelle. On apprend un savoir-être, un savoir-faire. Et puis surtout, moi je dirais qu'avoir une personne différente dans son équipe de travail, ça fédère aussi autour de cette personne. Parce qu'on voit que la personne est différente, mais elle dépense énormément d'énergie pour être dans l'intégration professionnelle, pour être intégrée dans l'équipe. Et ça, c'est très important. Et on accompagne, on ne laisse pas le stagiaire seul comme ça, livré à lui-même. Non. Je suis présente, on fait des animations en langue des signes, il y a un souci, j'arrive, il y a des tuteurs, on fait des bilans réguliers. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Très bien, ça c'était important de le dire. Donc on rappelle l'inauguration du pôle Guyane du CERAC. Ça se passera donc mardi 12 mai à partir de 18h. Où est-ce que vous êtes 1 avenue Gustave Charlery, route de Montabo. Oui, alors c'est on sera obligé de citer... Bon, c'est vers où? C'est pas loin de l'école Jean Massé. Ah ben oui, voilà. C'est à côté de l'école Jean Massé. Très bien. Voilà. Bon, donc, oui, avec plaisir. Voilà, les portes sont ouvertes. En tout on cas. y sera en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le CERAC. Je rappelle, rappelez-nous le CERAC, non? Sourd, entendant, recherche, action, communication. Et comment on dit au revoir, Gilles, en langue des signes? Je connais mon prénom en langue des signes. Alors, montrez-moi. Ouais, je peux vous dire. Donc, Gilles. Oui. Voilà. Voilà. Et ça? Parfait. Très bien. Et vous, je vous dis au revoir comme ça? Je vous cite. Au revoir. Au revoir. Non, ça c'est bonjour. Au revoir. Ah, au revoir. Non, mais vous avez un code, oui, le nom. Moi, c'est ça. Oui. C'est ça. Et bien moi, je vous dis merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Très bien. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir sur ATG pour se donner rendez-vous demain, ce soir. Donc le journal de TF1, juste après, suivi de Dom Laquésode, présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.